Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour M. Tellem. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien ministre, spécialiste des questions internationales. Vous avez été secrétaire d'État aux affaires européennes. Je rappelle votre dernier livre, Engrenage, aux éditions Odile Jacob, dans lequel vous revenez sur la guerre en Ukraine, mais également sur votre expérience, vos expériences aux affaires publiques. Alors justement, les affaires européennes, les dirigeants donc des principaux pays européens étaient réunis à Paris hier pour tenter de reprendre l'initiative. Après donc ce double camouflet, d'abord ce coup de fil, la semaine dernière, entre Donald Trump et Vladimir Poutine, 1h30 au téléphone, et puis également ces propos de J.D. Vance, le vice-président américain, lors de la conférence de Munich vendredi dernier. Il a formulé un certain nombre d'accusations contre les Européens, notamment sur les principes démocratiques. C'est un moment critique que vit l'Union européenne en ce moment. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous analysez la réaction des pays européens comme étant à la hauteur ? Alors, c'est un vrai basculement de l'histoire de l'Europe, clairement. C'est le sous-titre de mon livre, La guerre d'Ukraine et le basculement du monde. J'avais prévu cette issue, à savoir que Trump, réélu, ferait une paix directe avec les Russes. Il avait promis de le faire en 24 heures. Ensuite, finalement, il s'est donné une centaine de jours. On voit qu'en tout cas, effectivement, les choses avancent depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Ils avancent d'une façon extraordinairement rapide. Regardez, ça fait même pas un mois qu'il a été investi. Le coup de téléphone avec Poutine a eu lieu le 12 février, et aujourd'hui nous sommes le 18. 6 jours après, vous avez les négociations entre Américains et Russes à Riyad. Et entre les deux, il y a eu ce week-end fatal à Munich, où l'Europe s'est vue infliger une leçon de démocratie, en plus de l'annonce que désormais c'était à elle de s'occuper de l'Ukraine. Et on a vu, suite à ce discours de J.D. Vance, et on va en parler en détail, que les Européens ont fait le choix de ne pas répondre, en tout cas pas frontalement à ces déclarations. Est-ce que selon vous c'est un aveu de faiblesse ou bien c'est un principe de réalité ? Je vais vous dire, je suis très en colère par rapport à nos dirigeants européens que je considère être comme de vrais amuseurs publics mélangés avec des somnambules, c'est-à-dire qu'ils sont aux prises avec une réalité qu'ils ne veulent pas. Ils sont dans le déni permanent depuis Minsk, mais surtout depuis le début de la guerre. Ils se sont engagés derrière les Américains dans une guerre par procuration contre la Russie, sans avoir le moindre objectif politique ou stratégique. Ils se sont engagés sur le coup d'une émotion et d'une indignation d'ailleurs parfaitement compréhensible, mais sans le moindre objectif stratégique, en pensant que, en répétant la même mantra aussi longtemps que nécessaire, etc., que les Américains allaient finalement permettre à Zelensky de gagner la guerre au mépris de la réalité du terrain. La réalité, on la connaît. On la connaît depuis juin 2023. L'Ukraine n'est pas militairement en mesure de reprendre ces territoires. Donc la réalité, c'est un rapport de force qui, sur le terrain, est à la défaveur des Européens. La défaite de l'Ukraine, elle était inscrite dans les faits, d'abord démographiques. L'Ukraine s'est vidée de sa population. Elle a perdu 20 millions d'habitants depuis l'indépendance. Les 10 premiers millions ont été perdus avant la guerre à cause de l'incurie, de la corruption, etc. Beaucoup de gens sont partis. Et 8 à 10 millions sont partis depuis le début de la guerre. Donc avec les 30 millions restants, il n'y avait simplement pas assez d'hommes pour tenir un front de 1000 kilomètres où il y a déjà eu, je rappelle quand même, 1 million de tués et de blessés des deux côtés. Donc c'est une guerre effroyable que les Ukrainiens ne pouvaient pas gagner. Le chef d'état-major américain a dit lui-même que la reconquête des territoires militairement était impossible, mais on a continué à déverser de l'argent, on a continué avec la même mantra aussi longtemps que nécessaire, alors même que la situation politique évoluait aux États-Unis, que Trump s'était arrangé pour interrompre pendant 6 mois les livraisons d'armes, et donc les Européens aujourd'hui font mine de découvrir une situation qui était mûre, si j'ose dire, depuis longtemps, avec une Amérique qui se dégage de l'Europe depuis très longtemps, depuis Obama, ça fait 20 ans. Or là, ils sont là, complètement sidérés, surpris, et on organise des réunions de crise pour essayer de savoir comment on s'en sort. Hier après-midi à l'Élysée. C'est pour ça que je parle de somnambules et d'illusionnistes qui ont raconté à leurs opinions publiques une situation qui n'était pas la réalité. Aujourd'hui, on est dans la réalité. Les Américains disent, l'Ukraine, c'est votre problème, nous, on va s'occuper de la Chine.
article 1. Article 2, vous n'êtes pas dans la négociation. Et nous n'avons plus la main, effectivement, sur ces négociations. On va y revenir sur ces négociations, évidemment. Mais je voudrais quand même que l'on s'arrête un peu sur ce discours de vendredi dernier. Parce que vous avez utilisé le mot tournant tout à l'heure dans les relations franco-américaines. Ce discours extrêmement vindicatif de J.D. Vance qui, notamment, accuse les Européens de ne pas écouter leur peuple, même d'en avoir peur, et notamment en matière d'immigration. Qu'est-ce que ce discours vous a inspiré ? Moi, je trouve que c'est un discours salutaire venant de la part de... Il est très intéressant, J.D. Vance, par son parcours. Il vient d'une famille très pauvre, avec une mère alcoolique dans une région très pauvre qui s'appelle les Appalaches. Il a fait des études parce qu'il s'est engagé dans l'armée pour bénéficier du système de bourse militaire. Il a fait des études brillantes à Yale. Ensuite, il a rencontré la tech et Peter Thiel en Californie. Il a fait un parcours assez incroyable et il est remarquablement intelligent. Et vous dites que son discours est salutaire. Est-ce que c'est pas plutôt une humiliation pour nous, les Européens ? Il est vécu comme une humiliation par certains, mais moi je trouve qu'il est salutaire parce qu'il est en train de dire aux Européens, attention, progressivement, au nom de votre version du progressisme, qui est de plus en plus woke d'ailleurs, vous êtes en train de limiter de plus en plus les libertés individuelles. Et il donne plusieurs exemples à la pluie dans ce discours qui a été publié par le Figaro d'ailleurs. Et je remercie le Figaro. Il mérite d'être lu. Il est pas long, mais il donne plusieurs exemples. Il aurait pu parler aussi de l'exemple français, dans lequel on est sur le point d'interdire une chaîne de télé parce qu'on n'aime pas tel ou tel animateur, ou tel journaliste est viré d'une chaîne publique parce que on l'accuse d'avoir éventuellement pensé à écrire un livre avec Bardella. On est dans un système de censure dont la classe au pouvoir, les élites au pouvoir ne se rendent même pas compte parce qu'ils sont convaincus de faire le bien et de bloquer ceux qui pensent mal. Sur le fond, il dit la vérité, J.D. Vance, les dirigeants européens, depuis des années, n'écoutent pas leur peuple. Ils n'écoutent pas leur peuple, et quand ça les gêne, on fait des cordons sanitaires. Exemple, ce qui a été fait en France aux dernières élections législatives, où on a vu des gens qui ne s'entendaient pas fabriquer un cordon pour empêcher l'expression du vote des électeurs. Il y a quand même 11 millions d'électeurs du Front National qui sont, du coup, perdants dans les élections. Ça me gêne parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose qui est le divorce croissant entre l'opinion publique et les élites qui gouvernent. Quand vous avez la moitié de 40-50% des gens qui viennent pas voter, vous avez un problème. Quand les gens vous disent, je pense au référendum constitutionnel, entre guillemets, de l'Europe, qu'ils ne veulent pas, qu'ils vivent un divorce entre ce que leur vécu quotidien et les gens qui font les directives à Bruxelles, et qu'on n'entend pas ça, il y a un problème. Est-ce que d'un point de vue stratégique, il n'y a pas quelque chose qui renforce Vladimir Poutine ? Il y a du Vladimir Poutine dans le texte lorsqu'il parle d'un Occident décadent qui ne respecte pas ses valeurs. Est-ce qu'il ne prend pas le risque, justement, de rendre Vladimir Poutine un peu moins infréquentable ? Mais la meilleure façon de résister au poutinisme, c'est d'abord d'être fort au niveau de notre démocratie et de réarmer. Or, on n'est ni fort, ni on réarme. On a une situation politique en France qui est un véritable désastre, où aucune décision sérieuse ne peut être prise, à commencer par la gestion de notre économie. Que penser d'un pays qui est incapable d'avoir un budget en équilibre depuis 50 ans ? C'est quoi le problème ? C'est Poutine ou c'est nos propres incapacités à gérer nos affaires ? Quand on fait des grands discours sur le réarmement, l'Europe de la défense, la souveraineté européenne, l'autonomie stratégique de l'Europe, l'économie de guerre, j'en passe et des meilleurs, et que derrière on s'aperçoit qu'il n'y a aucune augmentation réelle de la puissance de feu de nos armées. Au contraire, si on regarde dans le détail, on va s'apercevoir qu'il y a moins de blindés, moins d'avions de combat. Donc on est en train de raconter des salades aux Français. Donc le problème... moi, j'ai aucune espèce d'affection pour Poutine, que par ailleurs je connais, donc je sais de quoi il est capable. Mais la façon de résister à Poutine, c'est pas de se payer de mots, c'est de prendre des décisions. La pire, je vais insister sur ce point, la pire des choses qui pourrait arriver aujourd'hui, de la part de nos somnambules, c'est de ne pas avoir compris le pourquoi de leurs erreurs. Et le pire serait de continuer à espérer que Bruxelles va régler le problème de la sécurité de l'Europe et de la France en particulier à la place des dirigeants français. L'effort, il doit commencer dans notre pays. Et le problème, en tout cas, de la guerre en Ukraine pour le moment, il se joue sans nous, avec donc ces pourparlers qui ont débuté aujourd'hui même à Riyad, en Arabie Saoudite, avec donc ces délégations américaines et russes qui ont commencé à se rencontrer, avec notamment en toile de fond une possible rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Est-ce que vous craignez
que ces pourparlers se fassent au détriment des intérêts européens. De toute façon, on ne va pas être dedans. Hein. Ils vont pas nous faire de cadeaux. Et la grande question aujourd'hui, c'est pour ça qu'ils se sont réunis hier à l'Élysée, c'est comment on fait pour avoir au moins un strapontin. Or, les leviers sont pas très grands. Le seul levier auquel pense, si j'ai bien compris, le Premier ministre britannique et le secrétaire général de l'OTAN, c'est de courir à Washington, expliquer qu'on va faire enfin les efforts de défense et qu'on va enfin s'occuper des garanties de sécurité de l'Ukraine. Alors justement, est-ce que sur ces affaires de défense, vous pensez, parlons d'abord de budget, on va parler ensuite évidemment de la question des troupes au sol, vous pensez qu'il faut sanctuariser un budget qui soit hors des règles européennes de défense, comme ça a été évoqué hier ? Mais c'est un minima. Est-ce que vous savez, M. Thélan, que aujourd'hui, les banques européennes ne peuvent pas prêter à l'industrie d'armement parce que c'est pas bien. La taxonomie européenne fait que tout ce qui nuit à l'environnement ou à la bien-pensance, comme l'armement, est interdit de financement. Mais comment voulez-vous faire un réarmement si vous n'avez pas l'argent pour acheter les machines et former les gens ? Donc on en est là, on est dans ce modèle mental qui est complètement hors sol par rapport à la réalité stratégique. C'est-à-dire que c'est une économie de guerre quelque part que vous appelleriez de vos voeux ? Et c'est un minima ce qui est nécessaire aujourd'hui. D'abord parce qu'il y a un problème, les Américains sont en train de partir. Deuxièmement, nous allons devoir nous occuper de l'Ukraine, démembrer une partie de son territoire, politiquement très instable, économiquement dévastée et surmilitarisée. C'est ça l'Ukraine qui nous attend et c'est l'espace stratégique entre l'Allemagne et la Russie. Donc comment est-ce qu'on gère ça ? Est-ce qu'il faut ou pas entrer et y mettre des forces ? Entrer et y mettre des forces, les Américains nous ont déjà dit, vous entrez si vous voulez, mais hors garantie américaine. Nous, on ne sera pas là pour vous aider. Est-ce qu'il faut précisément envoyer des troupes au sol, selon vous, des troupes européennes ? Si vous me dites, est-ce qu'on va faire ça, je dirais qu'il faudrait vraiment y réfléchir de très près. Parce que mettre les doigts dans la situation ukrainienne telle que j'ai pu la connaître, c'est prendre un risque d'être dans un bourbier pendant des années qu'on ne peut ne pas contrôler. Or, nous sommes une puissance nucléaire. Et moi, je me souviens toujours de ce que disait le général de Gaulle, faire attention à ne pas être entraîné dans une guerre que nous ne contrôlerions pas. Je dis simplement, vous savez, l'histoire de l'Ukraine, c'est quelque chose de très compliqué, que peu de gens connaissent d'ailleurs. Je les invite à travailler un peu le sujet. En 1945, quand Staline a pris l'Ukraine et a dessiné ses frontières de l'indépendance de 91, les nationalistes ukrainiens, qui étaient férocement anti-russes et qui existent toujours, ont continué la guérilla contre les Russes jusqu'en 1955. Pendant 10 ans, ils ont continué à se battre contre les soldats soviétiques en Ukraine. Donc, ce que je redoute, c'est une situation, comme le disait mon maître Jacques Bainville au lendemain du traité de Versailles en 1918. Vous vous souvenez, il a écrit Les conséquences politiques de la paix, qui est un livre fondamental sur le traité de Versailles. Et le pire qu'on puisse faire, c'est de refermer la plaie en laissant l'infection dedans. C'est-à-dire finalement négocier un mauvais traité de paix ? Si on a un mauvais traité de paix et qu'il est demandé aux Européens de s'ingérer militairement dans une situation qui sera instable, je dirais que toutes les conditions sont réunies pour que la guerre s'invite à nouveau en Europe. Je comprends que Zelensky, qui est en train de perdre la protection américaine, se tourne vers les Européens en disant « j'ai besoin d'une armée de 200 000 hommes ». Mais outre le fait que cette armée de 200 000 hommes n'existe pas, il est en train d'internationaliser la question ukrainienne au niveau de l'Europe, et c'est une question extrêmement lourde. La décision de Mme von der Leyen d'admettre l'Ukraine dans l'Union européenne en un temps record, puisque vous le savez, il s'est passé à peine un an entre la candidature et le statut de candidat. Dans un contexte extrêmement particulier. Oui. Sauf que l'Union européenne a un article 47.2, que personne connaît, qui est un article de sécurité commune. Si l'un des membres est attaqué, les autres doivent venir à son soutien. Question, est-ce que c'est faisable, crédible ? Quels sont les risques ? Et est-ce qu'on les a expliqués aux citoyens ? Voilà les questions qui se posent aujourd'hui pour des illusionnistes qui nous ont amenés dans cette situation, car persistent à dire que cette guerre aurait pu être évitée, qu'elle aurait pu se stopper dès le mois de mars 2022, c'est-à-dire 2 mois après le début de la guerre, parce qu'il y avait à l'époque des négociations
entre Ukrainiens et Russes. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. En détail. Cet accord qui a failli arriver en Turquie, et finalement les Européens n'ont pas saisi à ce moment-là l'opportunité. Non seulement ils n'ont pas saisi, mais Boris Johnson, qui était Premier ministre britannique, est allé à Kiev expliquer à Zelensky qu'il ne fallait pas signer, que Poutine était un tueur, et que de toute façon ça n'arrangeait pas avec les tueurs, et que les Américains allaient soutenir. Est-ce que ça aurait été pour autant une bonne paix ? Et c'est là que commence l'aide massive américaine, les armes commencent à arriver en avril 2022, et c'est là que commence cette guerre par procuration contre les Russes. Cela aurait été une meilleure paix que celle qui peut-être nous attend dans les mois à venir ? Écoutez, de toute façon, la question de fond, depuis le début, depuis l'indépendance, fin 91 de l'Ukraine, c'est le statut de neutralité de ce pays. Le paradoxe suprême et triste de cette affaire, c'est que, après avoir soutenu l'entrée dans l'OTAN comme une espèce de droit sacré, inscrit désormais dans la constitution ukrainienne, les Américains ont changé d'avis. En 2008, rappelez-vous, à Bucarest, Sarkozy était au pouvoir avec Merkel. Les Américains disent l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN, et là les Français et les Allemands disent surtout faites pas ça, il va y avoir la guerre. Et donc on sort avec une espèce de compromis dans lequel on dit ils rentrent pas, mais ils ont vocation à rentrer. 3 mois après, il y a eu la guerre de Géorgie, et la position russe a toujours été la même depuis le début, garantie de neutralité de l'Ukraine. Mais ils ne voulaient pas envahir l'Ukraine. L'Ukraine aurait pu garder la totalité de son territoire, au lieu de quoi maintenant elle est amputée, dévastée, 1 million de tués et de blessés, pour revenir exactement à la même situation, à savoir que, et c'est ça qui est triste, à la fois drôle, ironique si j'ose dire, c'est que Biden comme Trump ont dit l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. Donc l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Sauf que cette fois, Trump dit aux Européens, c'est votre problème maintenant, vous allez le gérer à notre place. Donc on est prié de trouver 700 milliards pour reconstruire l'Ukraine, la faire rentrer dans l'Union européenne et s'occuper de la défense de l'Ukraine. Eh bien je dis, bonne chance. Bon courage. Oui, bon courage, parce que tout ça aurait pu être évité, et on se retrouve dans une situation, d'une panade gigantesque, possiblement dangereuse, mais qui va nous obliger de toute façon, nous Français, vraiment à faire ce que Macron dit depuis 3 ans et qu'on ne fait pas, l'économie de guerre, réarmement très sérieux. Parce que qu'est-ce qu'on a appris dans cette guerre ? En sortant des règles budgétaires de l'Union européenne. Largement, oui, largement. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette guerre et que je discute en détail dans le livre ? C'est que malheureusement, la possession de l'arme nucléaire n'empêche pas la guerre. Nous, Français, nous étions... Oui, nous, Français, nous étions habitués à l'idée que, avec notre force de dissuasion, on n'aurait pas la guerre. Sauf que, on s'aperçoit que dans un continent où il y a 4 puissances nucléaires, l'Amérique, la Russie, l'Angleterre et la France, il a pu se dérouler depuis 3 ans une guerre d'une intensité effroyable, avec des victimes en nombre incalculable, au milieu d'un territoire théoriquement couvert par la dissuasion. Et donc je dis que malheureusement, il va falloir que nous repensions à l'articulation entre nucléaire et force classique. Merci beaucoup. Et à reconstruire un système de défense suffisamment sérieux pour peser sur la situation européenne. Merci beaucoup Pierre Lellouche. Merci, on vous retrouve d'ailleurs dans les pages du Figaro, page du Figaro Vox régulièrement, avec notamment cette dernière tribune en date à retrouver sur lefigaro.fr. Trump et Poutine se rapprochent et l'Europe est effacée des grandes affaires de ce monde. Vous le retrouvez donc sur notre site internet. Je rappelle également votre dernier livre que nous avons mentionné, Engrenage, qui est à retrouver cette fois-ci évidemment dans toutes les bonnes livres.